de commencer le dernier atelier de la matinée qui va concerner donc le thème est la longévité, une incertitude majeure pour les sociétés vieillissantes, et ce thème sera abordé sous des aspects relativement différents, donc des aspects de caractérisation, de modélisation, et puis de financement autour de demandes d'assurance, de la question de la dépendance et d'un grand nombre d'aspects plus médicaux autour de ce thème. Donc le timing est extrêmement serré comme tous les ateliers de la matinée. Donc on va commencer par une présentation de François-Xavier Elbouy. On va changer l'ordre par rapport au programme parce qu'il va placer le cadre général de la longévité et un certain nombre de remarques. Et ensuite, Harry Bensoussan présentera un modèle pour ce genre de choses. Merci. Oui, ce que je vais vous présenter, c'est on est en train d'écrire un papier avec Hélène Jehan et Christine Chevalier pour un peu donner une lecture de l'importance, qui à notre avis est évidemment colossale de ce sujet de la longévité, de son importance politique en économie politique, et qui n'est pas un papier technique, mais qui cherche à cerner un peu l'ampleur de ce problème. En gros, la longévité, quand on dit risque de longévité, la longévité, c'est plutôt une chance. Vivre plus longtemps, c'est quand même plutôt une chance. Mais c'est un risque pour les opérateurs viagers. On appelle ça risque de longévité. Mais en fait, le risque de longévité, c'est tout simplement le risque viager. Il a deux composantes évidentes. L'une qui est individuelle, c'est l'effet Jeanne Calment, et c'est un peu la volatilité de ce risque. Et l'autre qui est systémique ou agrégée, et qui est un peu le train de ce risque, et c'est le fait que l'espérance de vie augmente un peu partout dans les pays de l'OCDE et ailleurs. Qui portent ce risque? Ce sont évidemment les institutions de retraite, les compagnies d'assurance, les organismes de protection sociale et aussi l'État au sens le plus large du terme et de manière probablement très, très importante. Le risque systémique pèse sur le prix, sur la disponibilité, sur l'existence même et la solvabilité des assurances des opérations viagères et sur la solvabilité évidemment des opérateurs viagers. Le vivre très longtemps n'est pas quelque chose qui relève de la science-fiction. Il y a eu début 2009 dans le Lancet, la grande revue britannique, un article très célèbre, qui est devenu très célèbre, qui est sur le défi devant nous du vieillissement des populations et qui sort plusieurs résultats assez frappants. Ainsi, par exemple, la moitié d'une cohorte qui naît aujourd'hui sera toujours en vie à l'âge de 104 ans en France. Et plus frappant encore, on a gagné entre 2 ou 3 ans de cet âge médian, en quelque sorte, en moins de 7 ans. C'est donc évidemment un rythme extrêmement rapide. Par ailleurs, enregistrer des super centenaires, des Jeanne Calment, ce n'est pas tellement le sujet. C'est évidemment ce qui est passionnant et qui tous nous intrigue, mais ce n'est pas tellement le sujet parce que finalement, le risque des super centenaires, c'est un risque de pointe qui est probablement assez facilement diversifiable. Par contre, le risque de cohorte massive qui arrive pratiquement à 90% à des âges de l'ordre de 100 ans et plus, ce risque, qui est presque une réalité, il n'est pas diversifiable sans contrepartie de l'État, il est colossal, il est plus de 10 fois, selon le FMI, son impact sur les finances publiques est plus de 10 fois l'impact de la crise financière actuelle. Et on voit dans des estimations d'actuaires britanniques sur l'engagement de l'État britannique ou de la société britannique au sens large sur les fonds de pension privés, les fonds de pension unfunded par répartition des fonctionnaires britanniques et tout le système britannique, c'est de l'ordre de 12 billions de livres sterling. Ce sont des chiffres absolument colossaux. C'est énorme. Et bien entendu, ce risque, il est totalement au-delà. Ce risque un peu silencieux, un peu invisible, puisqu'on s'occupe beaucoup de la gestion à court terme, de la gestion des obligations, du risque de taux, du risque d'inflation. Mais ce risque un peu invisible et silencieux, il est bien au-delà des capacités de l'industrie de l'assurance, des fonds de pension, de la protection sociale en général, et de ce que peuvent absorber les caisses de retraite. On a pris une comparaison qui est la pyramide des âges allemands, mais on retrouve ça sur dans tous les pays d'Europe. On voit bien que ce risque, c'est une pression démographique. Qu'est-ce qui se passe? Il y a en fait des classes qui vont arriver qui ne vont pas mourir avant d'arriver à 100 ans. Ou des âges. La pyramide est pincée, mais beaucoup plus haut. Elle est beaucoup moins... alors c'est graphiquement assez naïf, mais je trouve que ça donne bien l'idée.
Et donc, on dit toujours c'est la structure par âge qui change, avec de manière implicite l'idée que le ratio de dépendance actif-inactif est un problème, etc. et tout ça. Mais on pourrait aussi dire que c'est le nombre d'habitants qui change, puisque les gens ne meurent pas et qu'il y a des jeunes qui arrivent derrière. C'est un peu comme si on avait non pas un phénomène de pieds noirs, mais en quelque sorte un phénomène de pieds gris qui sont en train d'arriver dans nos économies. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, l'impact financier, il est colossal. Puisque les gens ne meurent pas, il faut d'autres logements pour les jeunes. C'est assez simple à voir. Il faut aussi il y a des besoins d'infrastructures qui sont colossaux. Il y a aussi, pour ces gens qui arrivent à des âges élevés, et même s'ils sont de plus en plus et de manière de plus en plus marquée en bonne santé à des âges élevés, des besoins de technologie pour aider, pour faciliter la vie au grand âge, des besoins de services et probablement des besoins d'équipements de santé spécifiques. Et le tout, c'est tous ces besoins d'infrastructures, de logements, de biens de consommation, etc., qui vont créer une demande très, très importante. Ils se font dans un contexte de non-transmission des patrimoines parce que justement, il y a une incertitude forte sur la longévité. Et dans un contexte où les transferts actifs vers inactifs sont par ailleurs, ont tendance à être importants. Les gains, vous le savez, les gains à venir d'espérance de vie, ils se gagneront après 65 ans, et même peut-être après 80 ans. Là, toujours dans ce même article, on voit qu'on gagnait de 1850 à 1900, on gagnait les 2/3 de l'espérance de vie qu'on gagnait, on les gagnait par la lutte contre la mortalité natale, périnatale et infantile. Aujourd'hui, les 2/3 de ce qu'on gagne, on les gagne après 65 ans, et de plus en plus, on les gagne après 80 ans. Alors, on gagne moins, mais on gagne sur des âges élevés. Et donc, ça crée une incertitude particulière pour les régimes de retraite. Si on trouvait une solution miraculeuse à Alzheimer ou au cancer, etc., ça affecte 5 ans d'espérance de vie sur 14% de la population. Donc le gain sur l'ensemble en termes d'espérance de vie serait faible. Mais sur l'équilibre de la situation économique des gens qui ont plus de 80 ans, l'effet serait colossal. Par ailleurs, les phénomènes d'anticipation individuelle sur ces sujets-là sont évidemment plus que complexes. C'est extrêmement difficile à dire. Aujourd'hui, on pourrait considérer peut-être qu'un actif un actif de 50 ans aujourd'hui sur 2 dans l'OCDE, il a peut-être une chance sur 2 et une chance sur 3 d'arriver à 100 ans. Mais qui l'a anticipé? Certainement pas lui. Et est-ce qu'il dispose de produits d'investissement sur cet horizon de temps? Certainement pas. Essayer à 50 ans d'emprunter sur 30 ans auprès d'une banque ou essayer de faire 5 ans de formation à 50 ans, ça paraît complètement... Donc il n'y a pas eu d'anticipation de ça. Autre phénomène qui est peut-être aussi très important, c'est que le rattrapage, il est évidemment plus rapide pour les catégories sociales qui étaient les plus en retard. Il est plus rapide pour les hommes par rapport aux femmes et il est plus rapide pour les ouvriers par rapport aux cadres et aux professions supérieures. Dans un article très célèbre de 1993, qui date un petit peu, mais qui est très vrai, Guy Desplanques avait comparé les gains en pourcentage d'espérance de vie gagnés entre la période 60-70 et la période 80-90. Et on voit que les gains sont de 4% pour les instituteurs, là où ils sont de 17% pour les salariés agricoles ou les manœuvres. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas toujours et profondément une inégalité. Un article tout à fait récent qui a été beaucoup cité dans le débat sur les retraites et qui dit ce qu'il veut dire, la double peine des ouvriers, plus d'années d'incapacité au sein d'une vie plus courte. Donc il y a un vrai besoin de diversification et de mutualisation. Donc les besoins de financement du risque de longévité sont colossaux, ils sont énormes. Comment les anticiper? On parle beaucoup de longevity bonds, c'est un concept qui a déjà été testé avant la crise et qui commence à réapparaître, en particulier dans les pays anglo-saxons, avec beaucoup de vivacité, et qui permettrait d'abord de sécuriser les régimes à prestations définies. Cela, il y en a de moins en moins et ils ont tendance à disparaître. Mais il y a encore des engagements, en particulier aux États-Unis et en Angleterre, qui sont trop lourds. Mais ils sont aussi indispensables pour les régimes de retraite par répartition ou pour les régimes à contribution définie. En effet, ces deux systèmes transfèrent en quelque sorte le risque de longévité sur les ménages. Bon. Et c'est là où l'État est concerné, la société en général est concernée, parce qu'on ne peut pas admettre qu'il y ait une paupérisation relative des personnes âgées au fil du temps et au fil du moment de l'augmentation de l'espérance de vie. Et donc c'est un sujet assez crucial. Voilà, apporter une couverture du risque viager par des bons de longévité permettrait de réduire le coût des annuités et donc la charge des ménages et donc le coût des retraites. Dans les deux systèmes, répartition et capitalisation, d'ailleurs, il y a un sujet aussi de mutualisation. Puisque le rattrapage sera plus rapide sur les catégories les plus défavorisées en termes d'espérance de vie, le coût d'une couverture
d'un risque d'un jeune ouvrier sera beaucoup plus élevé que le coût d'une couverture d'une femme cadre supérieur de 50 ans. Et donc la mutualisation de ça participe d'un certain, au moins d'une incitation à une plus forte intégration sociale. Aujourd'hui, force est de constater à notre connaissance que ce marché étant c'est confidentiel, il y a eu beaucoup d'émissions et de tentatives par des opérateurs privés, des réassureurs ou des banques internationales avant 2007. Il y a évidemment dans le contexte actuel une méfiance énorme pour les produits complexes, on le conçoit. Il y a une importance donnée au court terme dans la gestion des taux et de l'inflation qui est évidente, et donc ce risque silencieux est peu considéré. Enfin, il y a un effet d'éviction des emprunts publics. Mais pour autant, ce risque de longévité peut être en quelque sorte une solution et un relais de croissance. Il donne un rôle essentiel, il faudrait un rôle essentiel des gouvernements pour structurer et lancer ce marché. C'est d'ailleurs une demande de l'industrie des fonds de pension britanniques, qui sont pas particulièrement, enfin qui sont plutôt des libéraux. C'est de demander au gouvernement britannique de structurer par des initiatives ce marché, de le lancer. Il y a une urgence de l'existence de ce marché, puisque le risque, il est dans les livres de l'État. Il est aujourd'hui dans les compte de l'État. D'arriver à trouver des liquidités pour financer ce risque à terme et l'anticiper permettrait une bonne gestion. Enfin, il est possible que ça soit un produit de diversification dans le contexte actuel, qui soit qui soit en quelque sorte non corrélé avec l'évolution des taux d'intérêt et les taux d'inflation, et qui pourrait être très intéressant pour les investisseurs, et en particulier des investisseurs asiatiques qui, eux, sont confrontés à 5 ou 10 ans plus que nous à ce même problème de gestion. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Donc je propose qu'on passe tout de suite au deuxième intervenant, et puis on recoupera les questions sur une pause intermédiaire après les 3 premières présentations. Donc Harry Bensoussan va présenter une modélisation issue d'idées de biologie sur la représentation ou la dynamique du risque de longévité, avec comme objectif d'essayer de contribuer à ce qu'on appelle la réduction du risque de base, c'est-à-dire la différence entre une estimation du risque national et l'estimation du risque qui affecterait une sous-population, un portefeuille d'assurés, par exemple, et qui est un enjeu important dans la constitution de standards, on va dire, pour transférer le risque entre l'assurance et la finance. Harry. Bonjour. Alors en fait, je vais vous présenter des travaux mathématiques qu'on a pu mener avec Nicole Caru, ma directrice de thèse, pendant 3 ans. Donc ces travaux concernent tout d'abord une modélisation du niveau de mortalité à l'échelle de l'individu. Et ensuite, on a aussi proposé une modélisation de la dynamique de population qui tient compte, qui permet de décrire l'évolution d'une population dans le temps. Et on a essayé de voir l'application de ces 2 modélisations, une à la démographie, pour étudier un petit peu, par exemple, s'attaquer un petit peu au problème des retraites, et une application au problème de l'assurance vie, en traitant plus particulièrement le risque de base et des transferts de risque, longévité et aussi taux d'intérêt. Donc la modélisation de la longévité nécessite beaucoup de réponses à certaines problématiques, et une des problématiques concerne l'évolution de la mortalité dans le futur, qui n'est pas déterministe, mais qui n'est pas possible de prédire. Et donc, il existe des modèles de mortalité stochastique, donc des modèles probabilistes permettant de décrire cette évolution. L'idée, ça a été d'étendre ce type de modèle à des modèles de mortalité à l'échelle de l'individu, prenant en compte des caractéristiques particulières. Et donc, on a essayé de tenir compte de ces caractéristiques dans un modèle de mortalité stochastique. On a aussi cherché à voir quels étaient les modèles de dynamique de population afin de décrire l'évolution d'une population. Et les principales applications sont les projections démographiques et le problème des retraites, où on va un tout petit peu en parler, juste au niveau démographique, et aussi l'étude de produits d'assurance vie comme les rentes viagères, qui dépendent du risque de longévité, et il faut aussi tenir compte de l'hétérogénéité des portefeuilles. Donc, concernant les modèles de mortalité, en fait, il existe un modèle assez classique, donc je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails dans cette présentation, un modèle assez classique de mortalité par âge, donné par Cairns. Donc on peut se rendre compte que le modèle QT de X correspond au taux de mortalité. Et en fait, la dynamique de ce taux de mortalité va dépendre d'un paramètre, enfin de l'âge, au travers du paramètre bêta I,
de l'année en cours au travers du paramètre KPI et éventuellement de l'année de naissance de l'individu au travers du paramètre gamma-i. C'est ce qu'on appelle l'effet cohorte, qui est assez visible en Grande-Bretagne, mais qui l'est beaucoup moins en France. Mais les modèles de Keynes peuvent en tenir compte avec cette structure. Et en fait, l'idée, c'est de le regarder à l'échelle logarithmique, ou plutôt l'échelle logit, qui donne des comportements, qui a des comportements, des propriétés assez spéciales. Donc, concernant les modèles de mortalité à l'échelle de l'individu, l'idée, c'est d'essayer de réduire le risque de base des portefeuilles en estimant l'écart de mortalité entre la mortalité nationale et la mortalité d'individus particuliers, en tenant en compte éventuellement de caractéristiques. Donc l'idée, c'était de trouver les caractéristiques individuelles, donc les caractéristiques socio-économiques, qui peuvent expliquer éventuellement la mortalité, et de les prendre en compte dans un modèle de mortalité stochastique, donc, afin de pouvoir projeter cette mortalité dans le temps en tenant compte d'un maximum d'informations. Donc le modèle sera calibré sur des données de mortalité nationale. Donc ça, c'est pour tenir compte de l'information par âge et par sexe, et sur des données spécifiques issues de l'INSEE, donc l'échantillon démographique permanent, qui tient compte de caractéristiques individuelles, et c'est pour justement tenir compte de l'impact des caractéristiques individuelles sur la mortalité. Donc un premier résultat que l'on peut regarder, c'est là, j'ai représenté la courbe des logits de mortalité. Donc le logit, tout d'abord, c'est la fonction utilisée dans le modèle, et en plus, elle permet d'avoir une description du taux de mortalité sur tous les âges, puisqu'on peut à peu près comparer, on a une bonne vision sur l'ensemble des âges. Donc la courbe bleue correspond au logit de mortalité à l'échelle nationale. Et en fait, on a pu estimer le logit de mortalité des personnes non mariées et des personnes mariées. Et on se rend compte que la fonction logit étant croissante, on se rend compte que le taux de mortalité des personnes non mariées est supérieur au taux de mortalité nationale, qui est lui-même supérieur au taux de mortalité des personnes mariées. Donc après, il y a une description en fonction de l'âge dont il faut tenir compte. Et on peut projeter ces modèles dans le temps. Donc ça, c'était en 2007. Et en 2017, on peut tenir compte des différentes caractéristiques et de l'évolution de l'influence des caractéristiques dans le temps. Donc, concernant les modèles de dynamique de population, il existe deux grands types de modèles, les modèles macroscopiques et les modèles microscopiques. Donc, les modèles macroscopiques permettent de tenir compte d'une information macroscopique à l'échelle de la population. Donc, par exemple, la densité par âge de la population, la pyramide des âges. Et en fait, c'est celle-là qu'on va décrire. Et donc, pour cela, c'est souvent à base d'équations aux dérivées partielles. Et ces modèles tiennent compte de la population dans son ensemble et permettent d'obtenir des scénarios moyens d'évolution. Nous, on s'est plutôt intéressé aux modèles microscopiques qui tiennent compte de l'évolution à l'échelle de l'individu. Donc, on prend en compte l'ensemble des caractéristiques de l'individu. Donc, ils sont plus complexes à mettre en œuvre puisqu'il faut, par exemple, avoir accès aux taux démographiques individuels qui tiennent compte des caractéristiques de l'individu, donc un taux de mortalité comme celui qu'on a présenté précédemment, mais aussi éventuellement, si on arrive à le modéliser, un taux de natalité, un taux d'immigration qui rentrerait en compte. Par contre, on ne peut pas tenir compte de la population dans son ensemble, mais plutôt d'un échantillon, puisque sinon les simulations ne sont pas vraiment possibles à mettre en œuvre. L'avantage de ces modèles, c'est qu'ils permettent tout d'abord de tenir compte de l'interaction entre certaines personnes. Donc, par exemple, les inégalités socio-économiques, les inégalités de revenus au sein d'une région peuvent être tenues, on peut en tenir compte avec ce type de modèle. Bon, c'est pas évident à faire. Et aussi, l'avantage, c'est qu'il permet de décrire un ensemble de scénarios pour l'évolution de la population et non plus un scénario moyen. Donc, on va pouvoir s'intéresser aux scénarios extrêmes et voir quels peuvent être les scénarios atteignables. Donc, si on considère une population initiale caractérisée par son âge et par ses caractéristiques, en fait, dans le processus de dynamique de population, on va tenir compte de différents événements comme la natalité, les naissances, les morts, les migrations, éventuellement les changements de caractéristiques comme les mariages, les divorces, le veuvage, et qui peuvent affecter la structure de la population. Ces événements, elles sont représentés par des variables aléatoires dont la probabilité d'occurrence va dépendre des taux démographiques qu'on aura décrits précédemment. Donc, il va falloir tenir compte de cet ensemble de caractéristiques. Donc, par exemple, on a essayé de l'appliquer à la démographie. Donc, on peut, par exemple, décrire l'évolution de la population jusqu'en 2047 en tenant compte ici d'un taux de mortalité décrit par le modèle de Keynes et aussi un taux de natalité ici statique puisqu'on n'a pas trouvé de modèle qui était très, très fiable en tout cas. Et donc, on peut décrire un ensemble de scénarios permettant de voir, on n'a plus seulement accès à un scénario moyen, mais à un ensemble de scénarios.
Donc concernant les pyramides des âges, évidemment, là, ici, elles sont aussi très irrégulières, mais on peut en décrire. Donc c'est un ensemble de scénarios qui sont générés, mais on pourra les lisser en prenant le scénario moyen. Donc le scénario moyen le scénario moyen de ces pyramides des âges va fournir des tables des pyramides des âges plutôt lissées. Donc là, je vous présente juste un petit tableau statistique qu'on a pu récupérer. Donc on peut estimer un scénario central, un scénario médian, et aussi des limites basses et des limites hautes. Donc là, ici, on a supposé un ISF, un indice de fécondité constant à 2,04. Et on peut essayer de décrire l'évolution de la population dans le temps sous certaines, en captant les limites basses et les limites hautes au travers des quantiles à 10% et 90%. On peut voir aussi que le potential support ratio, dit aussi ratio de dépendance, va baisser énormément. Donc nos prévisions sont un peu plus pessimistes que celles, ou optimistes, ça dépend du point de vue, que celles de l'INSEE. Et donc la population est destinée à évoluer, à augmenter dans le temps jusqu'en 2050. Là, on a essayé aussi de voir, juste pour information, des projections jusqu'en 2097. Et on se rend compte qu'avec différents scénarios, on peut obtenir des configurations très différentes. On peut obtenir éventuellement une croissance, mais aussi une décroissance de la population, selon le scénario de mortalité et le scénario du processus de dynamique de population. Donc on obtient évidemment on peut obtenir avec un taux de natalité statique des pyramides des âges. Et si on les lisse, on obtient une pyramide des âges lissée qui ressemble à peu près aux tables que vous avez pu voir, avec une rectangularisation de la table de la pyramide des âges. Donc en fait, ce modèle tient compte d'une double stochasticité, donc une double source d'aléas, liée à la fois au taux démographique, mais aussi au processus de dynamique de population. Et ça va nous permettre de générer des scénarios assez variés. Donc on voit que le scénario moyen est assez réaliste et pas très loin des projections INSEE, un peu plus pessimiste, mais pas très loin. Et en fait, ce modèle microscopique, on a fait des études mathématiques permettant de prouver qu'il avait un bon comportement à l'échelle macroscopique, puisqu'on pouvait trouver des approximations permettant de dire qu'il généralisait des équations démographiques classiques comme le type McKendrick et von Foerster. Voilà, donc l'identification, le principal avantage de ces modèles combinés, c'est l'étude des différents scénarios, qu'ils soient extrêmes ou non. Donc concernant le problème des retraites, en fait, on a utilisé par exemple le critère du potential support ratio et on a voulu conserver ce ratio de dépendance à un niveau raisonnable, donc on a dit 3. Et en fait, le gouvernement peut essayer de mettre en place une stratégie d'immigration, une stratégie de réforme d'âge de départ à la retraite permettant de maintenir ce ratio de dépendance à un niveau raisonnable. Donc si on ne tient pas compte de réforme sur l'âge de la retraite, on obtient des taux d'immigration, un taux d'immigration très très important. Si on met en place éventuellement une réforme sur l'âge de la retraite, donc une réforme de 5 ans par exemple, on peut baisser le nombre d'immigrés nécessaires pour maintenir ce taux jusqu'en 2050. Donc là, c'est un tableau très rapide, mais qui présente quand même le fait qu'il va falloir... notre modèle prédit environ 15 millions d'immigrés pour maintenir, d'ici 2050, pour maintenir un potentiel un ratio de dépendance raisonnable. Donc concernant les produits d'assurance vie, donc les assurances doivent faire face à différentes problématiques. Tout d'abord, avoir une projection de la longévité qui soit assez raisonnable et estimer le risque de base en prenant en compte les caractéristiques des individus. On sait très bien que, justement, on en a parlé, les catégories socioprofessionnelles et le statut marital jouent énormément sur la valorisation d'un portefeuille de rente. Le modèle de mortalité et le modèle de dynamique de population va pouvoir permettre d'estimer le risque de base. Et enfin, il y a un sujet auquel je ne vais pas parler, ça concerne le transfert de risque mélangeant les risques de longévité et les risques de marché qu'on a pu traiter, mais que je ne vais pas présenter ici. Donc concernant le risque de longévité, il y a un risque de tendance. Donc celui-là, c'est le risque systémique qu'ils essaient de capter, mais il y a aussi, comme je l'ai dit, un risque de base lié aux caractéristiques des individus dans la population. Donc là, juste un dernier exemple pour terminer. C'est le cas d'un portefeuille de rente constitué de 10 000 personnes d'hommes français à l'âge de 60 ans. Et on peut, par exemple, estimer leur courbe de survie, donc en tenant compte à la fois du taux de mortalité spécifique et du modèle de dynamique de population avec le taux de mortalité.
Et donc, si on regarde la moyenne nationale, c'est la courbe en bleu, et on observe que les flux de rente, ou alors la courbe de survie ici, sera en dessous pour les personnes non mariées et au-dessus pour les personnes mariées. Donc ces modèles peuvent être utilisés pour estimer le risque de base. Ici, on a traité le cas du statut marital, mais on a aussi traité le cas du niveau d'éducation et du niveau des catégories socioprofessionnelles. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Vous trouverez l'ensemble des articles qu'on écrit au sein du groupe de longévité du CMAP ici. Voilà. Merci beaucoup. Donc on voit que la longévité concerne des activités pluridisciplinaires au sens large. Donc Bertrand va aborder les questions sous un autre angle très concret. Concret, je ne sais pas. Méthodologique au moins. J'essaierai de donner quelques chiffres. Qu'est-ce que je vais tenter de faire? Je vais tenter de montrer qu'il est possible de répondre ou d'avancer vers une réponse à la question qui a été posée. Est-ce qu'on peut évaluer finalement la disposition à payer pour vivre plus vieux? J'essaierai de donner des valeurs. Les valeurs sont assez frappantes. Elles méritent d'être connues et d'être méditées. J'essaierai de dire aussi quelques petites choses sur les limites. Vous les percevrez sans doute en m'écoutant. Je serai peut-être un petit peu court sur cet aspect-là, mais bien entendu, c'est un point de débat essentiel. J'ai dit que j'allais faire une présentation méthodologique, donc je me réfère à la méthodologie microéconomique. Vous connaissez une des grandes manies des microéconomistes, c'est la représentation des préférences. De la manière la plus large, ou en tout cas la plus adaptée à la question qu'on se pose. Quelles sont les préférences qui vont m'intéresser ici? Ce sont des préférences sur ce que j'appelle de manière extrêmement schématique une vie. Donc le schéma, vous l'avez ici. Ce que j'appelle une vie ici, c'est une combinaison de pas mal de données qui sont pour la partie bleue des données de mortalité, c'est par année, comme vous pouvez le voir. Chaque carré représente un niveau de mortalité par année. Les unités n'ont pas beaucoup d'importance, le profil est approximatif. D'accord ? Prenez ce schéma comme étant symbolique. Et puis par ailleurs, en rouge, vous voyez, j'aurais dû mettre consommation, j'ai mis revenu. Vous avez une courbe de revenus, croissante puis décroissante, là encore, ramenée à l'année. Donc le microéconomiste se permet en tout cas de croire qu'une vie se résume à une règle de mortalité, puis un certain motif de consommation. Et puis finalement, quand on envisage sa vie, on évalue cet ensemble de la manière la plus synthétique possible. Évidemment, si on n'avait qu'une seule vie possible, la préférence qu'on pourrait y associer n'aurait pas beaucoup d'intérêt, donc envisageons une autre vie. Alors cette autre vie, je n'ai pas changé grand-chose, j'ai fait un changement élémentaire, c'est souvent utile de commencer par des petites variations. Ensuite, on peut s'amuser à bouger tous les carrés, vous allez voir. J'ai changé un carré, j'ai changé un niveau de mortalité. Donc la vie est modifiée ici. Alors, on sent bien qu'ici, dans la mesure où il s'agit d'une baisse de la mortalité, c'est une évolution favorable, un effet purement qualitatif. La vie a évolué de façon favorable, préférable. Je reviens à ma vie de départ, je peux faire une toute autre modification, tout aussi élémentaire. Eh bien, je change le revenu ou la consommation de l'individu. Et là, son revenu a baissé. Une évolution, a priori, défavorable. Là encore, une autre évaluation. Donc on voit ici qu'on peut s'amuser avec ces objets que j'appelle les vies à modifier la mortalité ou la consommation. Quand on s'amuse à changer les deux, vous voyez que j'ai combiné ici une évolution favorable et une évolution défavorable. Est-ce que cette vie est plus plaisante ou moins plaisante? On vit plus longtemps, mais on est moins riche. Donc c'est une question après empirique qui va dépendre du niveau du bénéfice en baisse de mortalité, du niveau du coût en baisse de revenus. Alors le microéconomiste, ce qu'il s'amuse à faire, c'est essayer de trouver des situations dans lesquelles des individus ont été en situation de choisir entre différentes vies et en
choisissant, ils ont révélé en quelque sorte leur ordre de préférence, leur ordre de priorité. Et si on a un petit peu de chance, on fait une calibration qui demande du travail, mais qui demande aussi des données de bonne qualité, de façon qu'on puisse en quelque sorte, à partir d'éléments relativement ténus, construire un indicateur très synthétique, mais universel, de l'évaluation des vies. Alors si je sais comment un individu est capable d'évaluer toutes les vies qui sont possibles, je peux finalement savoir s'il est content de dépenser tant d'argent pour avoir telle évolution de sa mortalité. C'est exactement à ce genre de conséquences, de possibilités, de performances qu'on veut arriver. Alors, c'est comme ça qu'on travaille donc en microéconométrie appliquée. On a besoin de quelques idées de modélisation qui peuvent reposer sur des choses très fragiles, quelques petites observations, des petits éléments théoriques, ce qui s'écrit bien mathématiquement. On a des idées de parcimonie, avoir relativement peu de paramètres, puisqu'on s'attend à relativement peu de données. Et puis, on va éventuellement estimer, avec les méthodes les meilleures possibles, des méthodes économétriques. J'évoque le point des données. Les données peuvent être ce que j'appelle des données fortuites, c'est-à-dire des choses qu'on récupère à droite ou à gauche, j'en reparlerai tout à l'heure, ou alors des expériences. Vous savez que l'économie expérimentale prend une grande importance, on s'amuse à expérimenter, à essayer de discerner les préférences des individus en les mettant en situation de choix. Alors dans le domaine de la mortalité, quand les objets sont des vies, vous voyez que le côté expérimental est beaucoup plus délicat à envisager. Donc les données fortuites sont typiquement ce qu'on va employer. Et la dernière phase qui est tout à fait fondamentale, qui est aussi un des objectifs de la microéconométrie, c'est l'extrapolation. Une fois que, avec quelques petits éléments empiriques, on a réussi à calibrer un modèle, eh bien on va abuser de ce modèle. On va essayer de justifier l'abus de ce modèle, essayer de ne pas abuser dans les extrêmes, afin de faire des analyses, de tirer des conclusions dans des situations qui sont extrêmement différentes des situations qui nous ont servi au départ à estimer le modèle. Des zones tout à fait éloignées. Alors je vous donne un petit exemple. Ce à quoi on se ramène dans cette littérature, c'est la notion de vie statistique et la valeur de la vie statistique. Ici, vous allez, j'espère, avoir une explication qui vous satisfera, au moins sur le plan de la méthodologie et du principe, sur la définition de ce qu'on appelle une vie statistique. Imaginez qu'un individu est prêt à céder, une année donnée, 20 € de revenus pour réduire sa mortalité, 20 € en moins sur l'année, pour que sa mortalité par accident passe de 4 sur 100 000 à 3 sur 100 000. Imaginez un type d'accident très particulier dans un cadre professionnel. Quand vous voulez bien gagner moins pour avoir une plus faible mortalité, ou éventuellement, il vous faut gagner plus pour accepter une mortalité supérieure. Eh bien, vous voyez que si 100 000 individus sont prêts à payent effectivement ces 20 €, ou sont prêts à payer ces 20 €, vous arrivez à une somme de 2 millions d'euros. Et puisque vous avez réduit pour 100 000 individus la mortalité de 3 à 4, vous avez gagné une vie. Cette vie, on ne sait pas sur qui elle est préservée, on ne sait pas à qui en est le bénéficiaire, mais vous avez gagné une vie statistique et vous avez une évaluation collective fondée sur la microéconométrie de la valeur de la vie statistique. Le nombre ici que j'ai mis, les 2 millions d'euros, sont des nombres tout à fait typiques de ce qu'on trouve dans la littérature. Donc, le nombre, je vous avais alerté tout à l'heure, mérite d'être regardé. Ils sont peut-être a priori assez impressionnants par leur taille. Alors qu'est-ce qu'on fait en principe avec ce genre d'évaluation? C'est de l'analyse coût-bénéfice, tout simplement. Alors l'analyse coût-bénéfice, ça a pour but essentiellement de mettre un tout petit peu d'ordre dans les mesures de protection de la vie. Essayer tout d'abord d'aller sauver les vies les moins chères. Ça semble un choix relativement raisonnable, une espèce d'ordre de mérite. Faisons ce qui est simple et économique avant d'aller chercher des choses très compliquées. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais dans la réalité, ce n'est pas tout ce qu'on observe. Il y a des sujets qui sont très ignorés, des sujets qui, au contraire, soulèvent beaucoup d'enthousiasme et d'activisme politique. Donc on peut avoir, au contraire, des incohérences dans le système. Une question plus délicate est la question, non pas tellement de l'ordre de priorité, mais la question de savoir jusqu'où on va. Et là, les indicateurs que j'ai donnés pourraient être relativement instructifs. C'est mon dernier transparent. Si vous êtes intéressé par les méthodes d'estimation, les 2 millions d'euros que j'ai évoqués tout à l'heure ne viennent pas tout à fait de nulle part. Vous pouvez trouver de très nombreuses estimations dans un article de Viscusi et Aldi
dans le Journal of Environmental Economics and Management. Ce sont ce qu'on appelle des régressions hédoniques et elles se résument à des régressions dans des tranches d'âge assez étroites pour des travailleurs de l'industrie qui vont être exposés à des situations plus ou moins risquées. Et dans des situations plus risquées, vont typiquement avoir une prime de risque, gagner un petit peu plus d'argent. Et avec ces données, ce n'est pas très facile de trouver des situations où les individus ont le choix entre 2 ou 3 situations de risque et ils manifestent leur préférence en allant plutôt ici ou plutôt là. Les travailleurs de l'industrie sont un des cas typiques où on a des données suffisamment longues et robustes pour faire ce genre d'estimation que j'évoquais tout à l'heure. Mais vous voyez qu'on part d'observations extrêmement localisées, des personnes extrêmement particulières, à des âges particuliers, dans des situations particulières. La partie extrapolation, eh bien, si on veut parler des jeunes, des vieux, eh bien, on est absolument en dehors de l'échantillon qui a servi au départ à calibrer le modèle. On est dans l'extrapolation. Et avec Antoine Baumier, qui est à l'École polytechnique de Zurich, nous avons écrit un article où on a un modèle structurel qui, en fait, est beaucoup plus puissant dans les extrapolations hors échantillon que ce qui avait été proposé. En tout cas, c'est notre point de vue. Et c'est quelque chose que nous avons illustré notamment en parlant de la dépendance à l'âge de la valeur des vies statistiques. Merci.